Bonsoir à toutes et à tous. Rapprochez-vous du buffet 28 minutes. Vous y êtes conviés avec joie et regardez un peu qui vous y accueille. La belle équipe du soir. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, c'est Donald Trump qui, cette semaine, a tout simplement effrayé l'un de ses principaux alliés, la Corée du Sud. You see, I'm actually making it much safer. Kim Jong-un has always treated me with great respect. I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody. But I get along with him very well. Alors pourquoi cette soudaine sympathie pour le tyran Kim Jong-un de la part du président américain? Quel risque pour la Corée du Sud? En Asie comme en Europe, les États-Unis veulent-ils encore soutenir leur allié historique? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux dont la pétillance a permis de trouver une nouvelle source d'eau gazeuse sur le territoire français. Bravo à eux, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Alors au menu ce soir, Marjorie. Vous connaissez PowerPoint, le logiciel de présentation? Eh bien, après avoir squatté les entreprises et les universités, il débarque où? En soirée. La faute à qui? À la génération Z. Et bien sûr. Et vous, Théophile? Alerte aux sargasses dans les Caraïbes. Ces algues brunes qui sentent extrêmement mauvais quand elles se décomposent arrivent par milliers de tonnes aux Antilles et maintenant au Mexique. Une catastrophe pour la biodiversité et le tourisme. Alors que faire? Lutter contre les sargasses. Je vous raconte comment ça marche. On vous retrouve bien sûr en fin d'émission. Mais avant ça, partons au Louvre. Alors non pour voir la Joconde, trop facile, ni la victoire de Samothrace, trop classique, mais plutôt la galerie d'Apollon, là où étaient exposés les bijoux de la couronne dérobés le 19 octobre dernier. Un fait divers qui a passionné le monde entier et dont on ne connaît toujours pas le ou les commanditaires. Patricia Touranchot a mené l'enquête pour son dernier livre. Et je peux vous le révéler en exclusivité. Eh bien, elle est notre invitée, tout de suite, dans 28 minutes. Bonsoir Patricia Touranchot. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, spécialiste du banditisme, de la police. Votre livre, c'est celui-ci, Le Casse du Louvre, paru aux éditions du Seuil cette année. Je vous présente l'équipe de 28 minutes, Marion Lourd. Bonsoir. Julia Van Est. Bonsoir. Alors Patricia Touranchot, en tant que spécialiste des affaires de grand banditisme que vous suivez, que vous avez suivi et que vous continuez à suivre maintenant toujours avec passion, qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même le 19 octobre dernier, quand vous avez regardé ces mêmes images que nous, quand vous avez appris qu'il y avait un casse au Louvre grâce tout simplement à une nacelle de chantier? Ah mais moi j'étais scotchée par ces images, j'étais totalement aimantée et je faisais autre chose et j'ai tout arrêté. Je ne pouvais pas me détacher de cette vision du camion nacelle avec voilà, ces types qui montaient en gilet jaune en fait déguisés en ouvriers et je me suis dit non mais ça c'est le casse du siècle quoi. Ouais. Ces types sont sacrément gonflés, plus c'est gros plus ça passe. On gare un camion de déménagement un dimanche matin devant le Louvre, à contresens de la circulation, bah, ça passe. Les types, ils vont, ils cisaillent. En plus, ce qui est dingue, c'est que c'est pas sophistiqué. Voilà, on va en parler de tout ça. Dans un instant, ne vous inquiétez pas, on va en détailler vraiment le moindre petit indice, en tout cas, que vous révélez aussi dans le casse du Louvre. Dans un instant, mais avant ça, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de cette affaire. Et c'est Olivier Boucreux qui nous explique pourquoi. Patricia Touranchot, depuis 40 ans, vous racontez les bandits et ceux qui les traquent. Dans le casse du Louvre, vous disséquez un braquage qui révèle bien plus qu'une faille de sécurité. Pour comprendre ce que le crime dit de notre société, vous avez le profil idéal. Journaliste de faits divers, je pense que c'est la matière la plus compliquée à traiter. Vendée 1959. Vous naissez à Chantonnay dans un milieu populaire. Étudiante en sociologie à Nantes, vous êtes pionne et cherchez encore votre voie. Dans un café nantais, Paul Burel, reporter à Ouest France, vous voit parler avec empathie aux élus comme aux rockers ou aux clochards et vous suggère de devenir journaliste. Après des études à Bordeaux, vous entrez à Libération en 1985. Tout ce qui tourne autour des faits divers et des procès, je pense que Libé a gardé quand même l'empreinte du début, quoi, de raconter les gens, d'aller raconter les procès un peu différemment. Vous y resterez 29 ans entre policiers et bandits, toujours sur la ligne jaune. Parlez à tous, ne trahir personne. Vous suivez les affaires Grégory, Guy Georges, Raym Aupin. En 2004, en croisant deux enquêtes, vous découvrez avant la police que le pédocriminel Michel Fourniret a déterré le trésor du gang des postiches. Les flics vous diront que vous auriez dû faire l'école des commissaires. Vous préférez rester journaliste, expliquer, sans juger ni accuser. Livre, documentaire, série, vous continuez à chercher l'humain derrière le crime. En 2025, le casse du Louvre vous aimante. Camion nacelle, gilet jaune, disqueuse, joyaux envolés.
les deux qui sont avec leurs gilets jaunes, en tenue de moto, etc., qui montent sur le camion nacelle avec leur disqueuse à la main, qui pètent la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon au Louvre, etc. Tout ça est passé totalement inaperçu. Vous découvrez un casse rustique mais audacieux rendu possible par des failles connues depuis des années, des salariés qui alertaient sans être entendus et un musée plus occupé à rayonner qu'à réparer. Dans le fantasme d'une opération commanditée par de grands parrains, vous voyez un mépris de classe envers ces petits voleurs de banlieue. Au bout du compte, votre boussole tient en une phrase. Dans un récit de faits divers, tout le monde doit rester humain. Voilà, Patricia. Chapeau, merci. Hein. Et voilà. Alors, Pascal Tourangeau, votre livre, donc Le Casse du Louvre, et vous en parliez déjà juste avant ce profil d'Olivier Bouquereux. Ce qui vous a étonné, vous en parlez dès le début, c'est ces fameux gilets jaunes que portent en effet les voleurs, comme n'importe quel ouvrier que l'on peut rencontrer partout en France. Et en fait, vous le dites clairement que pour passer inaperçu, eh bien, il faut se montrer. Exactement. Et la plupart des voleurs, enfin, c'est un truc de voleur, ça, de se déguiser en peintre, en ouvrier, avec des gilets jaunes. C'est le meilleur moyen de passer inaperçu dans Paris. Il y a plein d'échafaudages, il y a plein d'échelles partout. Ils en profitent, les voleurs. Il y a pas mal de vols de bijouterie dont je parle, Harry Winston et compagnie, où les types ont profité de travaux à côté pour s'introduire dans les lieux. Et c'est bien vu de leur part. Voilà, c'est la ruse habituelle des voleurs. Ouais, Quoi. Mais ceux-là, ce qui m'a frappé vraiment, c'est que oui, quand je dis c'est un casse rustique mais audacieux, c'est voilà, on n'est pas du tout dans le voleur du musée d'art moderne qui a fait ça, pas de velours. Enfin, on n'est pas dans les fameux, comme on dit, vous savez, les fameux cerveaux. En fait, c'est-à-dire de la réflexion véritablement avec des plans précis, comme on peut l'imaginer. Bah, les mecs ont réfléchi quand même. Oui, bien sûr. Ils ont repéré, leur plan est pas si mal monté que ça. Mais on s'imagine toujours, on fantasme sur des types, le parrain, je sais pas, le professeur de la Casa des Papel, omniscient, qui prévoit tout au millimètre. Non, eux, c'est des mecs de banlieue, de milieux très modestes, qui se sont auto-organisés pour moi. Mais vous dites que ce qui vous intéresse dans les faits divers, c'est que ça reflète la société, que ça raconte quelque chose de notre société. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Là, aujourd'hui, ça raconte que quand on... c'est toujours pareil, que la délinquance, elle pousse sur le terreau de la misère. Je veux dire, Aubervilliers, la commune où habitent ces voleurs, c'est quand même une des communes les plus défavorisées de Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est la Seine-Saint-Denis, le 9-3, collé à Paris, et c'est le département le plus pauvre de France. Donc déjà, ça raconte quelque chose. Et puis qu'aujourd'hui, les marginaux, les voleurs, ils ont arrêté d'aller dans les banques parce que c'est trop sécurisé. Les attaques de fourgons blindés, c'est pareil, ça a disparu. Donc il reste quoi ? Il reste les vols d'or, il reste les arnaques à la crypto-monnaie avec des rapts, la drogue évidemment. Mais chez les voleurs, disons que l'or, les bijoux, ça ils sont à fond là-dessus parce que l'or aujourd'hui est à 120 000 euros le kilo. Donc vous imaginez quand les types ils volent. Alors là au Louvre, les 8 joyaux sont surtout composés de diamants. Il y a 8 700 pierres diverses qui peuvent être retaillées. Que l'on n'a toujours pas retrouvées d'ailleurs. Et ça c'est au cœur alors justement des interrogatoires en ce moment puisqu'il y a 4 personnes qui ont été arrêtées. Rapidement, parce que c'est une chose qu'on sait. Où nous en sommes aujourd'hui véritablement de cette affaire en fait. Disons que la juge d'instruction, la principale, là est en train de partir, donc elle a fait des interrogatoires beaucoup au mois de juin. Le dossier est un peu en stand-by, c'est-à-dire que les types ont accordé leur version, disons. Maintenant, ils disent qu'ils ont été recrutés par un commanditaire qui voulait le maximum de bijoux, qui leur aurait donné une vidéo de la galerie d'Apollon avec les vitrines avant, et qu'en échange de 15 à 20 000 euros, ils ont accepté de faire le coup parce qu'ils sont dans le rouge financièrement et que ça se tentait. Voilà, les juges et les policiers, la brigade de répression du banditisme n'en croient pas un mot à l'histoire du commanditaire. Alors, au mieux, ce que je pense, c'est que, au mieux, ils ont pu avoir un contact avec un reseller, c'est-à-dire un type capable d'écouler ces diamants avant. Mais on n'a pas le milliardaire collectionneur qui veut ses joyaux de la couronne de France, c'est pas ça. Et puis, la deuxième hypothèse, c'est que tout simplement, pour l'instant,
ils les ont cachés quelque part et qu'on les retrouvera peut-être un jour. En tout cas, ce serait l'espoir de les retrouver. Bien sûr, c'est ça. Si je vous comprends bien, votre conviction personnelle, c'est qu'il n'y a pas de commanditaire, en fait. Parce que accepter d'être payé 15 à 25 000 euros pour un butin qui en vaut 88 millions, c'est pas crédible. C'est ça, et dans l'enquête, rien ne mène à un commanditaire. Ni les écoutes, ni les trucs de téléphonie, ni les rendez-vous avant de ces mecs-là. Donc, voilà, soit un petit reseller, mais capable quand même, qui a les filières pour les écouler, les bijoux, quand même pour se faire de l'argent. Parce que ces types-là, ce sont quand même 4 pères de famille qui ont des enfants, qui tirent le diable par la queue, qui ont quand même besoin d'argent. Donc, je me dis, les voler sans avoir touché de l'argent tout de suite, c'est bizarre. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais d'un autre côté, leurs amis, leurs très proches du milieu que je connais, que j'ai eu pour ce livre, ils me disent, ils sont capables, ils sont quand même inventifs, ils savent s'organiser. Voilà. Ils se sont exercés d'ailleurs avec les disqueuses sur du verre similaire à celui des vitrines de la galerie d'Apollon. Peut-être assez loin du portrait des pieds nickelés qu'on avait dressé après. Oui, disons, c'est pas que des pieds nickelés, les mecs. Alors, on va voir justement, parce que vous en parliez justement de ces vols en permanence. Là, on parle du Louvre, le plus grand musée du monde, mais j'y ai avec vous, on va voir que les petits musées aiguisent également l'appétit de la criminalité organisée. Oui, un spectaculaire cambriolage a eu lieu cet été. Ça s'est passé fin juillet. Au musée de Châtillon-en-Seine, en Côte d'Or, un matin, 2 hommes sont entrés comme de simples touristes, même procédé, c'est-à-dire à visage découvert. Ils ont fracturé la vitrine dans laquelle se trouvait un joyau, un trésor celte en or massif datant de 500 ans avant Jésus-Christ. Je vous le montre, le torque de la dame de Vix, regardez. Et en fait, ils sont partis avec, comme ça, aux yeux de tous. Ce vol est d'autant plus incroyable que le musée avait récemment renforcé son système de sécurité avec des nouvelles caméras et des détecteurs de mouvement. Ces petits musées, en fait, sont de plus en plus devenus une proie facile pour les malfrats. Autre exemple, ces jours-ci, début août, c'est le musée Jacques Chirac, situé dans un village de Saran en Corrèze, qui a été visé pour la 3e fois en moins d'1 an. Tout de même, les malfrats sont entrés cette fois en pleine nuit pour commettre leur vol. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Patricia Tourangeau, par rapport à ces vols et ces petits musées qui sont visés? Mais là, le musée Saran, le musée Jacques Chirac, je ne comprends pas. Enfin, moi, je parle des 2 précédents vols. Ils faisaient partie, les 2 précédents vols, vraiment de ce phénomène de recrudescence de vols dans les musées. Et là, les types, pour la 3e fois, ils sont rentrés par la porte. Enfin, je ne comprends pas. Ils disent qu'ils se sont équipés. Il y a un vrai souci. Bon, le Louvre, c'est une chose, parce que le Louvre, on a découvert quand même les failles de ce musée. Moi, j'ai fait 3 chapitres sur le Louvre, je pensais en faire qu'un, parce que franchement, quand on voit les audits de sécurité commandés à de grands experts par le Louvre lui-même, en 2007, en 2018, qui disait la galerie d'Apollon est fragile, cette porte-fenêtre est vulnérable, n'importe quel voleur peut entrer à l'intérieur, et les experts préconisaient 3 choses: renforcer les vitrines des joyaux, ce qui a été fait, mais pas suffisamment, puisque des disqueuses ont été capables de les fracturer. Deuxièmement, mettre sur ce balcon-là une barrière infrarouge qui détecte les mouvements suspects, ça n'a pas été fait. Renforcer les vitres de cette porte-fenêtre-là, ça n'a pas été fait non plus. Et les types, en 30 secondes, ils fracturent cette fenêtre-là. Donc, tout ça est proprement hallucinant. Enfin, les bras nous en tombent, quoi. D'ailleurs, le monde a été sidéré par en effet, l'audace de ce braquage, en tout cas. Et tout ça, c'est à découvrir dans votre livre, et notamment aussi le fait que tout était écrit dans un livre de Fantomètre. Et oui, comme quoi il faut lire Fantomètre, c'est ce que vous dites en 1975. Appelez Fantomètre, un braquage dans le Louvre qui s'est déroulé exactement de la même manière. C'est assez étonnant. En plus, c'est votre héroïne. Avec une échelle, exactement. Voilà, c'est votre héroïne. Donc, voilà, on espère en tout cas qu'il y aura peut-être une suite à Fantomètre que vous écrirez. Peut-être. En tout cas, il faut le lire. C'est peut-être le polar de l'été, même si c'est pas encore terminé les vacances. Donc profitez-en pour le lire. Merci beaucoup. Patricia Tourangeau, Le Casse du Louvre, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci d'être passé par 28 minutes. Merci. Allez, passons à notre débat. Quelle différence entre un Sud-Coréen et un Européen? Eh bien, aucune. Tous les deux s'inquiètent de leur relation avec Donald Trump. Depuis que le président américain a loué son entente avec Kim Jong-un et appelé à réduire les exercices militaires prévus entre les États-Unis et la Corée du Sud, Séoul s'inquiète et le reste du monde également. Alors pourquoi, soudainement, Donald Trump se rapproche-t-il du dictateur nord-coréen? Quel message pour les alliés asiatiques de Washington, le Japon et Taïwan notamment? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
La dernière volte-face de Donald Trump pourrait déstabiliser une bonne partie de la planète. Alors que des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud venaient de débuter, le président américain a annoncé vouloir réduire la voilure. Il s'explique. When I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? Conséquence directe, la durée de l'exercice militaire a été réduite de moitié alors même que la Corée du Nord renforce son arsenal nucléaire selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aux États-Unis, c'est l'incompréhension chez certains. Il faut bien comprendre que la Corée du Sud est notre 6e partenaire commercial au monde. Prendre parti pour Kim Jong-un plutôt que pour notre 6e partenaire commercial, c'est tout simplement incompréhensible. Kim Jong-un, qui, rappelons-le, fournit actuellement des troupes à la Russie pour combattre l'Ukraine. Une Corée du Nord ménagée par le président américain. Le dernier épisode d'une décennie de relations tumultueuses. Après avoir menacé le dirigeant nord-coréen, je cite, du feu et de la fureur, Donald Trump a rencontré Kim Jong-un par 3 fois, allant jusqu'à signer avec lui, et en grande pompe, un accord dit de dénucléarisation. C'était à Singapour en 2018. 지난 과거를 돕고 새로운 출발을 알리는 그 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. Alors, la Corée du Nord est-elle désormais une forteresse imprenable? Quelle est la stratégie de Donald Trump en Asie? Comment les alliés de l'Amérique peuvent-ils encore avoir confiance en leurs protecteurs? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Valérie Niquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du programme Corée à la Fondation de la recherche stratégique. Et selon vous, l'incertitude créée par Donald Trump peut donner des mauvaises idées aux dirigeants nord-coréens qui pourraient se dire « c'est le bon moment pour attaquer ». À vos côtés, Héloïse Fayet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, qui est l'Institut français de relations internationales. Vous êtes spécialiste des questions nucléaires. Et selon vous, la Corée du Nord est aujourd'hui un État donc nucléaire qui teste plusieurs dizaines de missiles balistiques par an en direction du Japon et de la Corée du Sud. Cet armement est fait pour protéger le régime. Les Kim, dites-vous, sont devenus une dynastie nucléaire. Et puis Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des relations internationales, professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Votre ouvrage « Histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours » est paru aux éditions Bouquin. Et selon vous, toute la région s'inquiète de l'alliance militaire de Pyongyang avec Moscou, notamment en matière de drones. C'est pour se préparer à ce nouveau mode de guerre que les manœuvres ont été organisées, mais Donald Trump a préféré les écourter. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le chiffre du jour. Ah oui, 5 jours, c'est finalement la durée cette année des manœuvres conjointes entre États-Unis et Corée du Sud. Ces exercices annuels baptisés Ulchi Freedom Shield devaient à l'origine rassembler pendant 11 jours 18 000 militaires sud-coréens, 28 500 américains. Objectif donc se préparer à la menace nord-coréenne, sauf que Donald Trump a dénoncé un signal totalement inapproprié et hostile à Pyongyang, ce qui a poussé à interrompre l'entraînement une semaine plus tôt. Est-ce que Séoul, finalement, n'avait pas d'autre choix que d'écourter cet exercice, Valérie Niquet ? Il pouvait difficilement continuer les manœuvres tout seul sans les États-Unis, dans la mesure où c'est des manœuvres entre la Corée et les États-Unis. Mais c'est vrai que c'est préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un signal de plus pour l'ensemble des alliés des États-Unis, pas uniquement la Corée du Sud, sur le fait que, surtout dans une zone où à la fois la Corée du Sud et plus encore le Japon dépendent totalement des États-Unis pour leur sécurité, plus encore peut-être qu'en Europe, et notamment pour les puissances comme la France. Donc c'est très inquiétant. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. D'ailleurs, la réaction est plutôt modérée. Il n'y a pas eu de protestation très importante de la part du régime sud-coréen, qui est plutôt à gauche, si on peut dire ça comme ça, mais qui a mis un point d'honneur à poursuivre de bonnes relations à la fois avec le Japon et avec les États-Unis, ce qui est en général pas le cas quand c'est cette orientation politique qui est à Séoul. Alors, juste pour remettre un petit peu de contexte dans cette affaire, la Corée, c'est vrai qu'elle est divisée en deux depuis 1953, mais techniquement, en fait, ces deux pays sont toujours en guerre. On va regarder juste une carte pour signifier bien la Corée, les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud. Techniquement, ces deux pays sont toujours en guerre. Pierre Grosser, pourquoi finalement ces deux pays sont toujours en guerre là ?
Il n'y a pas d'armistice? Alors d'abord, si, il y a un armistice donc, qui a été signé à Panmunjom en juillet 1953 et en fait les deux États datent de 1948. D'accord. Et la guerre donc a commencé en juin 1950, qui a été une guerre absolument épouvantable, qui en plus s'est transformée en guerre entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine a envoyé des millions de soldats combattre. Et donc, il y a un armistice, mais il n'y a pas de traité de paix, d'accord de paix. Il devait y avoir ça en même temps que les accords de Genève sur l'Indochine, et il n'y a pas eu d'accord politique. Donc, pour le moment, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la fin de la guerre, il y a la question de l'unification ou pas du pays, et il y a la question nucléaire, sur laquelle on reviendra sans doute. C'est ça, Trois questions très différentes. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en 2017, Donald Trump, il menaçait Kim Jong-un du feu et de la fureur, et puis qu'aujourd'hui, on l'entend dire au contraire qu'il le respecte, que chacun respecte l'autre, que leurs relations sont bonnes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Héloïse Fayet, ce revirement dans l'attitude du président américain? Alors, c'est pas tant un revirement, parce qu'effectivement, déjà, en 2018-2019, il y avait eu cette tentative de rapprochement menée. Ils se sont rencontrés. Voilà, ils se sont rencontrés. Il y a eu cette tentative de rapprochement menée par Donald Trump avec Kim Jong-un. Et puis on sait que Donald Trump, dans son premier mandat et maintenant son deuxième, il est aussi à la recherche en fait d'un grand coup médiatique, d'un grand coup de négociation en termes de relations internationales. Il n'a pas réussi à faire arrêter la guerre en Ukraine. A-t-il vraiment essayé? C'est un autre sujet. Il a lui-même ouvert un nouveau front au Moyen-Orient. Et donc, effectivement, peut-être qu'il se dit aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas rouvrir justement le dossier nord-coréen. Cependant, la Corée du Nord, elle est aujourd'hui beaucoup plus en position de force qu'elle ne l'était en 2018-2019, notamment par ses meilleures relations avec la Russie. Pierre en parlait, notamment du fait de la coopération militaire qui existe maintenant entre la Russie et la Corée du Nord, des bonnes relations aussi évidemment avec la Chine. Et aujourd'hui, les rêves effectivement de dénucléarisation de la Corée du Nord sont totalement mis de côté. Donc on se demande en fait de quoi ils vont pas pouvoir parler ensemble. Voilà, et parce que vous le dites bien, ils vont reparler ensemble, parce que Donald Trump a annoncé en effet aujourd'hui devant des journalistes aux États-Unis qu'il souhaitait rencontrer Kim Jong-un de nouveau, et qu'il a parlé d'ailleurs, il a donné d'ailleurs le nombre d'ogives nucléaires apparemment de la Corée du Nord qui serait de 57, c'est bien ça aujourd'hui, donc c'est le bon chiffre en tout cas de la part du président américain. Oui, et une question par rapport à justement ce rapprochement entre Donald Trump et Kim Jong-un. Je me tourne vers vous, Valérie Niquet. Est-ce que c'est pas un moyen pour Donald Trump aussi de faire payer en quelque sorte la Corée du Sud, qui a refusé de soutenir les États-Unis dans la guerre en Iran notamment? Oui, ça c'est un véritable enjeu pour la Corée du Sud et encore une fois pour le Japon. Je les mets ensemble parce qu'ils ont tous les deux une situation d'alliance militaire avec les États-Unis. Et Donald Trump exige de ses alliés qu'ils paient. Donc les Coréens du Sud ont beaucoup augmenté leur budget, les Japonais beaucoup moins, et les deux sont terrorisés, et notamment à Tokyo, qu'on leur demande encore plus financièrement, alors que l'économie, notamment japonaise, ne va pas très bien. Et les Coréens du Sud, eh bien finalement, Donald Trump a exprimé à leur sujet ce qu'il pense en fait de ses alliés en Asie, et il l'a déjà dit au moment de la fermeture du détroit d'Ormuz et de la guerre en Iran, eh bien c'est eux qui profitent le plus du libre passage par ce détroit, et ils ne veulent même pas, entre guillemets, m'aider. Et donc, effectivement, c'est un signal qui est très préoccupant pour la Corée du Sud et encore plus peut-être pour le Japon. Oui, Pierre Grossard, on est dedans, véritablement dans un petit côté, dans une revanche un peu aussi de Donald Trump qui dit « vous m'avez pas aidé, donc je vous aide pas ». C'est très compliqué avec Donald Trump de savoir exactement ce qu'il a dans la tête, mais en gros c'est tous les alliés, les Européens aussi se font vilipender parce qu'ils ont pas aidé. Je pense qu'avec la Corée du Sud, il devrait quand même faire attention, parce que quand même la Corée du Sud a beaucoup aidé pendant la guerre du Vietnam, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aujourd'hui dans les rapports entre le Vietnam et la Corée du Sud. Ils ont participé aussi à la guerre du Golfe, à la guerre en Afghanistan, etc. Donc voilà, ça n'a pas été un mauvais allié. La question de la présence américaine et du soutien américain en Corée du Sud se pose depuis longtemps. Déjà, Jimmy Carter, à la fin des années 70, voulait retirer toutes les troupes de Corée du Sud, toutes les troupes américaines. On sait que dans les conseillers de Donald Trump, déjà lors du premier mandat, il y en a qui disaient effectivement on n'a rien à faire là-bas. Et aujourd'hui, on voit bien que les bases, c'est vulnérable.
Donc, ah oui, d'accord. Voilà, on l'a vu au Moyen-Orient, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas avec des tirs chinois ou coréens. Avec cette question, parce qu'on parle beaucoup du nucléaire nord-coréen, mais finalement, vous avez aux États-Unis, dans certains think tanks, des gens qui disent ils n'ont qu'à faire la bombe. Ils n'ont qu'à avoir une bombe atomique eux aussi. Et puis, comme ça, nous, on pourra s'occuper de nos propres affaires. Et dernier élément que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'il y a un problème dans les relations entre les deux, et justement de l'utilisation des forces américaines et sud-coréennes. C'est-à-dire que les Sud-Coréens disent nous, évidemment, notre problème, c'est essentiellement la Corée du Nord, et que les Américains parlent de flexibilité stratégique, c'est-à-dire qu'aussi, face à la Chine, on pourrait pouvoir utiliser ses troupes. Et ça a créé un certain nombre de tensions. Alors, Héloïse Fayet, on parlait de la bombe, justement. On a vu ce traité de dénucléarisation qui a été signé lors du premier mandat de Donald Trump, qui visiblement n'a pas eu d'effet, puisqu'il y a aujourd'hui, Jean-Mathieu le disait, 57 têtes nucléaires. Est-ce que ça veut dire que demain, la Corée du Nord est en mesure de mener une attaque nucléaire? Alors, c'est même pas demain, ça peut être aujourd'hui, s'il le souhaite. Alors, le traité de dénucléarisation, effectivement, donc en 2018, a eu quand même quelques effets. C'est-à-dire que la Corée du Nord a détruit partiellement, en fait, certains sites, son site d'essais nucléaires. Donc, là où elle avait procédé à 6 essais entre 2006 et 2017. Il y a également quelques pas de tir de missiles balistiques qui ont été détruits. Mais en fait, aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit une reconstruction. On peut suivre avec des images satellitaires et puis aussi avec des éléments qui nous parviennent sur le cycle de production de matières fissiles pour les armes nucléaires nord-coréennes. On voit bien une reprise en fait de l'activité à la fois de fabrication de nouvelles têtes nucléaires et puis aussi une augmentation du rythme des essais de missiles balistiques. Alors ces essais sont évidemment faits sans têtes nucléaires, c'est-à-dire que lorsque effectivement ils tirent un Hwasong 11, 13 ou 15, ça se fait sans têtes nucléaires, mais évidemment... c'est un missile. Hein. Oui, ce sont des missiles balistiques, certains intercontinentaux, donc capables de toucher les États-Unis. D'autres sont à une portée plus moindre et donc capables de toucher la Corée du Sud, le Japon, Guam, Hawaï. Et donc ça représente une vraie menace en fait pour la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Mais donc oui, aujourd'hui, s'il le souhaite, mais tout comme le président français, américain ou russe, Kim Jong-un peut lancer effectivement une attaque nucléaire contre la Corée du Sud. Après, la Corée du Sud étant officiellement protégée par des garanties de sécurité américaines, en faisant ça, la Corée du Nord s'exposerait à des ripostes nucléaires ou conventionnelles américaines. Est-ce que, Valérie Niquet, il y a aussi peut-être une crainte chez Kim Jong-un aujourd'hui de voir que ce qui s'est passé face à Nicolas Maduro, son enlèvement, la mort ensuite du guide suprême iranien, il se dit je suis le prochain sur la liste et donc aujourd'hui je pourrais mener une opération justement nucléaire. Oui, alors je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une frappe nord-coréenne contre le Sud, parce qu'en fait, pour ce type de régime, à commencer par le régime nord-coréen, le but essentiel, c'est la survie. Hein. Donc, effectivement, ils ont déjà énormément de difficultés économiques qu'ils ont un peu assouplies grâce aux bonnes relations qu'ils ont avec la Russie et avec la Chine. C'est des relations complexes, mais qui existent. Et donc... Non, relancer en fait, pour Kim Jong-un aussi, il y a une question de fierté, de prestance, enfin, que Donald Trump vienne, entre guillemets, presque le supplier de reprendre des échanges, de se rencontrer à nouveau, ça remet une pièce dans la machine, en quelque sorte, d'un régime qui vit beaucoup de ça aussi. Alors vous avez parlé de la Russie à l'instant, on va voir avec vous, Julia, que la Corée du Nord est donc liée à la Russie via des accords, et le pays continue d'ailleurs d'envoyer des milliers de soldats sur le front ukrainien. Oui, tout à fait, une nouvelle vague d'envoi de fantassins serait en préparation. Selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, entre 30 et 50 000 hommes nord-coréens devraient partir à 7 000 km de chez eux pour être déployés donc sur le front russe, pour certains du côté de Voronezh, à la frontière avec l'Ukraine. Alors, et c'est pas la première fois que la Russie va chercher des soldats nord-coréens. Ils sont envoyés là-bas depuis 2024, mais ce nouveau contingent s'annonce particulièrement important. En fait, après 4 ans de guerre, la Russie fait face à un problème de recrutement. Les Russes sont moins enclins à partir sur le front et leur mobilisation coûte cher. Moscou cherche donc, Jean-Mathieu, des hommes disponibles et en quelque sorte bon marché. Et comme la Corée du Nord possède une armée de plus d'1 million de militaires, 50 000 hommes, cela reste pour Pyongyang, on va dire, plutôt supportable. Alors les Nord-Coréens envoyés en renfort pourraient, selon certains spécialistes, être utilisés pour renforcer la ligne de front, mais aussi tirer des missiles depuis les territoires russes et assurer la sécurité à l'arrière du front. Pierre Grosser, pour bien comprendre en fait qu'est-ce que Moscou offre à Pyongyang en échange de l'envoi de ses soldats nord-coréens.
Sans doute des éléments technologiques, notamment dans les missiles dont on a parlé tout à l'heure. Sans doute aussi dans le niveau spatial. Un des objectifs de Pyongyang, c'est d'avoir la capacité à voir ce qu'on appelle les armes ASAT, c'est-à-dire d'arriver à dégommer un satellite dans l'espace extra-atmosphérique. Donc il y a évidemment ces éléments-là. Il y a des éléments économiques aussi. Il y a un pont qui s'est rouvert qui permet évidemment de faire que les questions économiques dont parlait Valérie tout à l'heure sont moins importantes aujourd'hui pour la Corée du Nord. D'ailleurs, il y a même des reportages de temps en temps pour dire que tout va bien en Corée du Nord, ce qui est peut-être un petit peu excessif. Mais par exemple, sur les sanctions aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis 7-8 ans, les Russes et les Chinois ne votent plus les sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui évidemment dessert un tout petit peu l'étau. Valérie Niquet, un mot tout de même sur ce que vous disiez, et vous en parliez également, sur ce côté, cette résurgence économique finalement nord-coréenne, puisque la Banque centrale sud-coréenne annonce que la Corée du Nord réalise 3% de croissance annuelle. On va voir des images qui sont diffusées, bien sûr, des images de propagande de la Corée du Nord. On va voir Kim Jong-un inaugurant une station balnéaire sur la plage. Et puis ensuite, on va le voir inaugurer une station de ski. Et puis alors là, c'était encore plus proche de nous. Là, c'était carrément un centre commercial à Pyongyang. Comment il a réussi ça? C'est-à-dire, c'est grâce à la guerre en Ukraine et des accords avec la Russie? Cet argent? Alors, le discours sur la prospérité économique de la Corée du Nord n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, effectivement, il y a une croissance. Et l'objectif de Kim Jong-un, c'est aussi d'essayer de satisfaire à minima, mais enfin de tenter de satisfaire, en tout cas la classe, la population qui en Corée du Nord soutient le régime et qui donc bénéficie de conditions particulières, notamment vivre dans la capitale, avoir accès à des logements, etc. Et dans cette population, il y a notamment les familles de tous ces soldats qui sont envoyés en Russie. Et parmi les bénéfices qu'on peut noter, que retire Kim Jong-un et le régime de cet envoi en Russie, c'est aussi que la Russie paye pour ses soldats. Et la Corée du Nord a une longue habitude d'envoyer des travailleurs, des ouvriers dans plusieurs pays, de se les faire payer. Donc c'est le gouvernement qui est payé. Il y a une redistribution à minima aux familles pour les satisfaire. Et donc c'est aussi pour ça que beaucoup de soldats, alors volontaires ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas ça leur apporte un intérêt. Et ça augmente cette petite classe qui, autour du régime, en bénéficie et permet aussi de projeter ces images de, entre guillemets, pseudo-normalité. Normalité, ouais. Alors on va voir justement, on va s'interroger aussi sur cette famille. Kim, on va à notre archive du jour qui nous ramène le 28 décembre 2011. La mort de Kim Jong-il, dirigeant de la Corée du Nord pendant 17 ans, père de l'actuel dictateur. Oui, parce que dans la famille, on a la tyrannie dans les gènes. Elle plonge le pays dans le deuil, voire beaucoup, beaucoup plus, selon la télévision d'État. Il y a d'abord le ton du commentateur. Éploré. Voire théâtral, de ce porte-parole de la télévision d'État. Puis le convoi funéraire s'est déplacé vers le cœur de la capitale. C'est alors que les gros plans de la télévision d'État vont immortaliser ces scènes hallucinantes. D'aucuns les décrivent comme une tradition locale. D'autres parlent de pure mise en scène, orchestrée par la propagande d'État, avec les membres du parti pour figurants. Bon, on le voit que c'est une dynastie communiste et depuis fin 2022, il y a une nouvelle venue, c'est la fille de Kim Jong-un qui l'accompagne dans toutes ses sorties, les cérémonies, les tirs de missiles aussi. Est-ce que ça veut dire que l'avenir est assuré, Héloïse Fayet, pour le régime et qu'il est en mesure de menacer toute l'Asie peut-être ? Oui, alors il faut séparer quand même effectivement la survie du régime et puis une dimension peut-être un peu expansionniste, c'est peut-être un mot assez fort, mais en tout cas effectivement sa capacité d'être vue comme une puissance dans la région et puis aussi d'entretenir effectivement des bonnes relations avec la Russie et avec la Chine. Mais en tout cas la mise en scène de sa fille est effectivement très intéressante. Vous avez fait la référence au tir de missiles, mais on l'a vu aussi par exemple conduire des chars, ce genre de choses, ce qui montre au moins qu'il n'y a pas visiblement de problème de genre pour être une dictatrice nord-coréenne. La sœur aussi de Kim Jong-un a un rôle extrêmement important
en tant que conseillère. Puis comme on l'a dit, le fait d'entretenir en fait de bonnes relations avec la Chine et la Russie, et puis d'être vue effectivement comme quelqu'un de digne d'être reçu par Donald Trump, ne peut qu'à mon avis renforcer effectivement le prestige autour de Kim Jong-un. Et puis comme on disait aussi, les armes nucléaires participent en fait de ce prestige. Alors au prix évidemment de multiples sanctions imposées au peuple nord-coréen, mais évidemment le pays arrive, en tout cas sur le papier, à s'en sortir, avec aussi le recours à des techniques illégales, comme le minage de crypto-monnaies, les cyberattaques en Europe et aux États-Unis. Mais en tout cas, oui, le pays, au moins sur le papier, tient la route et arrive à entretenir une forte armée qui, évidemment, n'a pas d'expérience vraiment opérationnelle, mais qui en gagne justement en déployant ses militaires en Ukraine. Un mot aussi, Pierre Grosserre, sur cette région, justement, autour de la Corée du Nord. On va regarder une carte, là on le voit, donc Corée du Sud, il y a Taïwan, le Japon. On le voit avec donc le fait que le président américain dise en effet il y a 57 têtes nucléaires nord-coréennes. On a l'impression qu'on assiste à une région du monde en effet où il y a une course à l'armement terrible en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement avec la Corée du Nord, ça pourrait pousser des pays comme Taïwan, enfin des régions ou des pays comme Taïwan ou voire même le Japon à se doter d'une arme nucléaire pour se défendre? Alors, il faut bien voir que la question de la Corée, c'est d'être coincé entre ces grandes puissances, la Chine, la Russie et le Japon. La Chine ayant l'arme nucléaire également. Oui, mais qui sont rivaux entre eux. Je pense que la question du nucléaire nord-coréen est quand même très largement un cauchemar, en partie pour le Japon, mais aussi pour les États-Unis, parce que, si vous voulez, toutes les doctrines nucléaires, normalement, c'était États-Unis, Union soviétique, c'était 1 contre 1. Or là, il y a 3 pays potentiellement hostiles aux États-Unis, et donc gérer les questions nucléaires avec 3 États, c'est beaucoup plus compliqué. Après, les connexions avec le reste de la région, et notamment par exemple avec la question de Taïwan, est compliquée. C'est-à-dire que le Japon et sa première ministre répète régulièrement que c'est une question de sécurité, la question taïwanaise. La Corée du Sud est quand même beaucoup plus prudente. Ce qui est très intéressant, c'est quand même c'est une région où il n'y a aucune organisation, aucune institution internationale, aucun accord pour essayer de tempérer les relations entre ces grands pays. Le seul moment où il y a eu ça, c'est qu'on a négocié un peu sur le nucléaire nord-coréen dans les années 2010, où il y a eu un système où tout le monde était autour de la table. Sinon, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Merci en tout cas à vous 3 d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, il sera l'heure de retrouver les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, et nous verrons que les plus jeunes aujourd'hui ne s'amusent plus véritablement en boîte de nuit, mais préfèrent, figurez-vous, les soirées PowerPoint. Alors, quelle ambiance! Avant de nous intéresser à ces algues qui pourrissent les plages des Antilles, nous verrons comment s'organise la lutte contre les sargasses. Mais tout de suite, rejoignons l'homme qui fait de l'urbex dans les vestiges de la culture G, à savoir Victor de Quiver. Ce soir, vous dînerez moins bête. Et une question dont il était enfin temps d'avoir la réponse. Faut-il interdire les couleurs en démocratie? Faut-il interdire les couleurs en démocratie? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Nous sommes à Athènes en 399 avant notre ère. La cité vient de perdre la guerre du Péloponnèse, 30 ans de conflit, une défaite humiliante face à Sparte. La démocratie a été brièvement renversée, puis rétablie, l'ambiance est électrique. Ce jour-là, 501 citoyens votent. Socrate, le philosophe qui pose trop de questions, est condamné à mort. Il est accusé de corrompre la jeunesse. Verdict, la ciguë. Platon a 28 ans, Socrate est son maître, son mentor, et comme il est malade ce jour-là, il ne peut pas assister à ses derniers moments. Socrate boit le poison, c'est fini. Pour Platon, c'est l'expérience de l'injustice elle-même. La démocratie, cette foule ignorante qui vote, vient de tuer le plus sage des hommes, il ne s'en remettra jamais. Des années plus tard, entre moins 385 et moins 370, Platon écrit La République. Et là, sa rage éclate. Il compare la démocratie à un manteau bariolé, brodé de toutes sortes de couleurs. Cette bigarrure, c'est une insulte. Les couleurs deviennent le symbole de tout ce qu'il déteste. La séduction trompeuse, les apparences qui masquent le vide, la foule qui se laisse hypnotiser par le spectacle au lieu de chercher la vérité. Comme la démocratie, avec ses beaux discours et ses votes chaotiques qui ont tué Socrate. Pour Platon, les couleurs sont des accidents superficiels. Elles n'ont rien à voir avec l'essence des choses. La peinture, des fantômes, des copies de copies. Les peintres créent des illusions avec leurs pigments chatoyants, exactement comme les démagogues séduisent le peuple avec leurs belles paroles. Dans sa cité idéale, Platon veut des philosophes rois.
pas de vote, pas de couleur trompeuse, pas de foule qui condamne les sages, juste la raison pure, la géométrie, les lignes droites. Le manteau bariolé de la démocratie a coûté la vie à son maître. Platon ne l'oubliera jamais, pas sûr qu'il se soit plus au XXIe siècle. Voilà, vous dînerez moins bête. C'est fou, à force de dîner moins bête, maintenant ça m'inquiète presque en tout cas. Voilà, merci beaucoup Victor de Quiver. Allez, il est temps de les retrouver, Marjorie Adelson et Théophile Cossin. On commence avec vous, Marjorie, et on va parler ce soir d'une drôle de tendance. Les plus jeunes, voilà, organisent désormais des soirées autour par exemple, du logiciel PowerPoint. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les jeunes et la fête Jean-Mathieu, c'est plus que c'était. Désormais, on ne peaufine plus son dress code, on prépare son PowerPoint. Autrement dit, on remplace la boule à facettes par un projecteur. Ça donne envie, hein. Le principe est simple. Chacun arrive à la soirée avec une bouteille, un sachet de chips et surtout un diapo de 3 à 5 minutes sur un terme parfaitement absurde et déterminé à l'avance. Exemple, lequel de vos amis finira en prison? Vous avez 5 slides pour argumenter. Autre thématique possible, le classement de ses ex du meilleur au plus nul. Le tout argumenté, je vois que ça vous inspire, debout et avec une télécommande à la main, comme dans une réunion de travail en entreprise. Et à la fin, eh bien, les invités votent pour la meilleure présentation. Alors dites-nous tout, est-ce que ça existe déjà en France? Alors c'est un phénomène qui vient des États-Unis, mais il est en train de conquérir notre pays grâce aux réseaux sociaux où les jeunes se filment pendant ces présentations loufoques. Alors si vous n'avez pas d'idée de thématique, Jean-Mathieu, pas de panique, hein, il y a Internet qui en a pour vous. Vous pouvez ainsi trouver, régalez-vous, des listes d'idées de soirées PowerPoint pour être créatif. Alors moi, mes préférés, ce sont les soirées Pitch a Friend. En bon français, il s'agit de vendre son meilleur ami sur le marché, ou son ami sur le marché des célibataires. Alors cette fois-ci, ça se passe dans un bar. On présente un ami à soi en quelques diapos, le tout devant un public et les graphiques sont même autorisés. Ce genre de soirée cartonne notamment en Angleterre. Ça vous inspire, je vous donnerai des adresses pour y aller. En France, ça commence à arriver dans les grandes villes. Objectif, s'amuser. C'est bien les seules réunions au monde où un PowerPoint a le droit d'être drôle. Alors, franchement, pourquoi préférer une réunion comme ça à une soirée plus classique où on s'amuse véritablement, où on sort, on va voir du monde? Ça veut dire que les plus jeunes n'ont pas assez du bureau, de l'ambiance de bureau? Eh bien, en fait, la génération Z aussi, elle est plus anxieuse et elle a besoin d'un cadre pour sociabiliser. On pense notamment au succès des soirées puzzle ou des clubs de lecture. Mais elle est aussi très maligne parce qu'elle détourne un outil, vous n'êtes pas convaincu, hein, qu'on lui impose au travail et elle en fait un jouet. Autrement dit, la réunion devient un sketch. De son côté, PowerPoint se refait une jeunesse. Il avait une image un petit peu poussiéreuse, un peu négative. On parlait parfois de penser PowerPoint pour parler d'une tendance à la schématisation extrême. Et bien là, le logiciel redevient tendance. D'ailleurs, Microsoft, qui possède PowerPoint, a même repris certaines de ses soirées, de ses parodies. Objectif, se faire de la pub. Alors au final, est-ce que ce genre de soirée est bien nouveau ? Car rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, nos parents nous infligeaient des soirées diapos de retour de vacances. Leurs petits-enfants font de même, mais sans partir en vacances. Chaque génération croit ainsi réinventer la soirée. Et en réalité, elle change juste de projecteur. Oui, c'est vrai, oui, en effet. Mais c'est vrai que ça n'avait pas tellement rêvé. Je suis désolé, Marjorie, mais bon, voilà, c'était bon. Testé en tout cas. Il en faut pour tous les goûts. Testé ce week-end, en tout cas. Allez, merci beaucoup. Théophile, avec vous, on alerte aux sargasses, vous. Alors, du côté, des Caraïbes, ces algues brunes se déposent par tonnes sur les plages cet été. C'est du jamais vu, notamment au Mexique, qui tente tant bien que mal de lutter. Alors, justement, lutter contre les sargasses, comment ça marche? C'est un fléau écologique, économique et sanitaire. La sargasse, ça a l'air de rien comme ça, une petite algue brune qui flotte et se développe en mer. Sauf que depuis 2011, elle prolifère à vitesse grand V dans des zones jusqu'ici préservées. En cause, le réchauffement climatique. Regardez ces images. Dans l'Atlantique, s'est formé ce qu'on appelle une grande ceinture de sargasses poussée par les courants. Les algues s'échouent ensuite par milliers de tonnes aux Antilles. En Martinique et en Guadeloupe, ça fait des années que les côtes Est sont ensevelies. Et c'est pas fini. En se décomposant, les sargasses diffusent une odeur, mais alors terrible, d'œuf pourri qu'on sent à des kilomètres, et libère en plus 2 gaz super toxiques et des métaux lourds qui s'infiltrent dans le sol. Résultat, catastrophe pour la biodiversité et le tourisme. Il y a carrément des plages où on ne peut plus aller du tout. Et il n'y a pas que les Antilles. Au Yucatan, l'eau devient par endroits marron. Cet été, dans cette région ultra touristique du Mexique, les volumes échoués sont 4 fois plus importants que l'année dernière, jusqu'à 9000 tonnes
par jour. Ah oui, et donc résultat, j'imagine le Mexique prend des mesures, non? Oui, absolument. Les autorités viennent d'annoncer un investissement de 132 millions d'euros, notamment pour acheter 2 bateaux de 60 mètres capables de collecter 3 tonnes d'algues à la minute. Pas mal, oui, mais je ne veux pas casser l'ambiance. C'est comme vider un océan à la petite cuillère. En 2011, la grande ceinture de Sargasse, c'était moins d'1 million de tonnes d'algues flottant dans l'océan. En 2026, c'est 56,5 millions de tonnes et ça devrait encore augmenter en 2027. Alors sinon, il y a les filets installés en mer, parfois au large, soit pour bloquer les sargasses, soit pour les dévier et qu'elles évitent le littoral. Mais concernant les filets bloquants, il faut les vider très régulièrement, sinon ça finit par céder. C'est ce qui s'est passé ce week-end en Martinique. Et puis les filets déviants, c'est juste déplacer le problème. Alors, pour essayer quand même de finir sur une note d'espoir, à la question « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» de toutes ces sargasses, des chercheurs et entrepreneurs se creusent les méninges. En 2027, près de Cancun, un centre d'économie circulaire va même ouvrir pour regrouper toutes les initiatives. Pourquoi pas en faire du biogaz, c'est la piste la plus viable économiquement. Plus original, en faire des cosmétiques. Les sargasses sont déjà utilisées dans des crèmes ou des soins capillaires qui, a priori, ne sentent pas l'œuf pourri. Alors, en effet, ce n'est pas le maquillage idéal pour les soirées PowerPoint. En fait, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci, mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, avant de retrouver Agnès Jaoui pour Ma vie, ma gueule, quand une femme en pleine crise de la cinquantaine ne pense qu'à s'échapper. Film testamentaire de la réalisatrice Sophie Filias, à voir, bien sûr. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau 28 minutes. Bonne soirée. Tchuss.